Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce dernier Club Math de la session. Donc, aujourd'hui, on accueille M. Yvan Saint-Aubin pour une conférence intitulée La série lacunaire de Riemann. Juste avant de lui céder la parole, comme toujours, je vous invite à ouvrir vos caméras. Et donc, bonne conférence. Merci Laurent. Donc, merci pour l'invitation. Ceci est une de mes conférences de ma série Objets magnifiques. Donc, ce n'est pas la première que je donne avec un tel titre. Et je crois que peut-être c'est ma formation de physicien, mais il y a certains éléments ou certains objets en mathématiques que je trouve absolument magnifiques. Ce ne sont habituellement pas des théorèmes ou des résultats ou des définitions. C'est simplement des objets que les gens ont créés pour saisir notre imagination, nous qui apprenons les maths. Donc, aujourd'hui, je vais parler simplement d'une fonction qui est définie à l'aide d'une série, et c'est la fonction suivante. Donc, première réaction, c'est que, wow, 50 minutes sur ça, ça risque d'être plate un petit peu. Donc, restez en ligne un petit bout de temps. J'espère que je ne vous découragerai pas. C'est une fonction qui a été créée par un des grands, par Riemann, et il avait simplement le but de donner un exemple de quelque chose qu'il croyait être assez intéressant. L'exemple que je vais donner est compliqué, dur, mais il peut être analysé avec que des choses qui sont vues au bac. Donc, vous allez voir dans ma marge, écrit en vert, tel cours, c'est tel résultat que vous avez appris en maths 1000, par exemple. Donc, c'est plusieurs chapitres de maths qui contribuent et je crois que l'exemple, personnellement, est super intéressant. La première fois qu'on en parle est en 1872. Donc, c'est parmi les travaux de Weierstrass qui parle en fait d'un de ses mentors, Riemann, qui aurait parlé de cette fonction-ci autour de 1861. Donc, Weierstrass dit ou peut-être plus tôt. Donc, ce qui est dit dans l'introduction, c'est que quand la définition de continuité a été donnée, il y avait le sentiment que si ça allait mal, par exemple, si la fonction n'était pas dérivable en un point, ben, les problèmes allaient se produire en un nombre de points finis puis isolés. Puis Riemann s'est dit, ben, peut-être que ça pourrait être pire que ça, puis qu'il pourrait avoir des fonctions qui soient continues partout et dérivables nulle part. Donc, le sentiment qu'on a en lire Weierstrass, c'est que Riemann aurait dit que la fonction définie par cette série-là est continue et dérivable nulle part. Donc, ceci est en 1872, mais Weierstrass aurait entendu les choses en 1861. Avance rapide dans le temps, Kahn, en 1964, écrit un article dans le Bulletin of the American Math Society sur les séries de Fourier lacunaires et donne comme premier exemple cet exemple-là. Il dit, c'est peut-être non différenciable, puis Weierstrass n'a pas été capable de le prouver. Mais tout de suite après, il dit, ben, vous savez, personne ne sait si c'est vrai ou non. Donc, maintenant, on le sait, et je vais vous expliquer si Riemann avait raison de penser qu'elle était vraiment différenciable nulle part. OK, donc les premières choses à faire, c'est un petit peu de faire du math 1000 puis du 20-50, analyse 1, analyse 2. Donc, on peut rapidement mettre tout le monde sur la même place. Donc, il y a parmi certains d'entre vous qui sont peut-être des gens qui sont rentrés sur le campus ou sur le campus virtuel pour la première fois à l'automne. Donc, ceci est une somme infinie. Vous avez déjà entendu parler des sommes infinies, je l'espère. Donc, elle dépend d'une variable x. Puis, pour étudier la fonction f de x,
je dois faire cette somme infinie pour chaque valeur de x. Évidemment, ça semble une tâche à n'en plus finir, mais en fait, il y a des théorèmes qui nous permettent de dire, ben, inquiétez-vous pas, là, on peut avoir le résultat ou de l'information pour tout x. Par exemple, en math 1000, on peut apprendre que puisque le terme sinus est borné, est majoré en valeur absolue par 1, le terme de la série est borné, majoré par 1 sur n carré, puis puisque la somme des 1 sur n carré converge, ben la série converge absolument. Donc, le f de x est un nombre réel pour tout x. Magnifique. Ça valait peut-être la peine de faire math 1000 pour apprendre ça. Si vous avez été audacieux et vous avez fait analyse 2, vous pouvez en apprendre un petit peu plus parce que le même critère, qui curieusement s'appelle le critère de Weierstrass, nous dit que la somme va converger absolument uniformément, puis puisque chacun des termes est continu, le f de x l'est. OK. Donc, c'est de l'analyse à grand carburant au indice octane, mais cette fonction-là existe et elle est continue. Donc, Riemann savait très bien ça, ce qu'il ne sait pas c'est si elle est dérivable. Donc, j'avance un petit peu et je vais faire des choses pour vous montrer que les choses pourraient se gâter. Donc, je vais aller voir naïvement si la dérivée de la fonction existe. Et évidemment, ben, le premier test, c'est de dire, oh, on va mettre ça à l'intérieur de la dérivée. Et tout de suite, on voit pourquoi Riemann était astucieux, parce qu'il a mis un n carré ici, qui, lors de la dérivée, descend en bas, puis on se retrouve avec quelque chose qui est entre moins 1 et 1, puis on ne sait pas exactement c'est où, puis c'est sûr que cette série-là est pathologique. Le mot lacunaire, c'est le bon moment de l'expliquer. C'est qu'on somme des sin n carré pi x. Donc, on somme des sinus avec un multiple de x qui est très, très, très espacé. Donc, n carré égale à 1, 4, 9, 25, 36. Les multiples de pi x qu'on utilise sont de plus en plus espacés. Puis il y a des grands trous entre ces valeurs-là, des grandes lacunes. Donc, évidemment, si vous avez suivi 2050, l'étape que j'ai faite ici est interdite dans la plupart des cas. Donc, faites pas ça dans l'examen. Puis, allez suivre le cours 2050 pour savoir quand est-ce que vous avez le droit de le faire. OK. Prochaine étape, c'est de regarder ce à quoi elle ressemble, la fonction. 2 observations avant de vous montrer la chose. Donc, les gens faibles en émotion, faites attention, vous pourriez être, ça va être vraiment explicite ce que vous allez voir. Deuxième chose, aucun des mathématiciens jusqu'à Kahn avait les moyens de tracer cette fonction-là. Donc, nous avons un énorme avantage en regardant le graphique que voici. Donc, il y a de la vague pas mal, puis il y a de la vague pointue aussi. Donc, présentement, ne regardez pas les petits triangles noirs ou blancs. J'y reviendrai plus tard. Regardez plutôt l'objet lui-même, à quoi il ressemble. Il y a des points où je dirais ça n'a pas l'air dérivable. Mauvais candidat pour la dérivée. Mais il y a d'autres points où, par exemple, peut-être qu'en ce point-là, ce l'est. OK. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je reviens en arrière. Je vais vous la remontrer. Inquiétez-vous pas. Mais je m'étais dit que je vous dirais immédiatement
que si je remplace x par x plus 2, ben, le 2 va être multiplié par un pi puis un entier. Donc, ça va me donner la même chose que si je n'avais pas additionné 2. Donc, la fonction est périodique de période 2, ce qui explique pourquoi je l'ai tracée entre moins 1 et 1. Je la trace partout en faisant ça. OK, donc, première des choses, je vais aller voir ce qui se passe autour de 1. Et voici ce que ça donne. Il y a pas mal de vagues, mais si j'avais à choisir entre la différenciabilité entre une demi, le point ici, le point ici, ou le point 1, ben, je mettrais mon argent sur le 1. Je pense que vous êtes d'accord. Je fais un autre zoom autour de ce point-là. Puis, on retrouve quelque chose qui ressemblait au point tantôt. Puis, on retrouve plein de choses qui ressemblent. Regardez le patron ici, puis le patron là, ou le patron ici, le patron là, le patron là, le patron là. Puis, il y a d'autres points qui se ressemblent beaucoup. C'est ce genre de choses élégantes comme ceci, où il y en a partout. Bref, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura le courage, mais en regardant ce graphique-ci, quel mot naturel, quel mot du 20e siècle auquel vous vient à l'esprit? Est-ce qu'il y en a un qui veut tenter? Fractal. Fractal. Bingo. C'est Julien qui l'a dit. Magnifique, Julien. C'est exactement le mot qui vient à l'esprit. Beaucoup de répétitions. Regardez les vagues ici, là. Ça se répète tout le temps. On se dit ça. Et c'est pour ça que je répète le commentaire. Riemann, Kahn ne pouvait pas voir ça. Mais il y a une leçon de morale qui nous est quasiment enseignée par Julien. Il y a tellement d'autosimilarité dans ce graphique-là que moralement, il doit y avoir quelqu'un qui agit sur quelque chose qui agit sur le graphe. OK? Je suis un article dont je vais donner la référence à la fin, qui est du Adi Ustermatt, qui effectivement, lui avait le graphe, puis a refait le travail de la personne qui a donné le résultat en utilisant ce fait-là. Donc, allons-y. Première étape, rendre ça plus compliqué. Donc, je ne connais pas tous les noms, je connais beaucoup des noms, mais je ne connais pas tous les noms, puis il y a peut-être des gens qui sont en première année. Donc, ceux qui sont en première année, vous venez de voir ce formule-là, probablement en algèbre linéaire, parce que quand on fait les valeurs propres, on a besoin des nombres complexes. Donc, cette formule-là est fameuse. Puis, je vais remplacer mon sinus, qui était ici, par quelque chose d'à peine plus compliqué, l'exponentielle. Puis, je vais diviser par i aussi. Pourquoi je fais ça? Bien, une fois que j'ai l'exponentielle, je peux la remplacer par cette formule-là, trouver l'expression en cos et en sin. Puis là, on voit pourquoi j'ai divisé ici par un i. C'est qu'à ce moment-là, le i qui est ici s'annule avec celui-là et je retrouve précisément dans la partie réelle de ma fonction nouvelle, le f. Donc, cette fonction phi semble assez naturelle à étudier. Maintenant, c'est une fonction qui contient deux belles fonctions, comme le f original, puis g qui est comme un partenaire, qui plutôt qu'un sin, il y a un cos. Ça semble assez naturel à faire. OK. Donc, voici, j'enlève un peu de barbeau.
Ceux qui suivent un cours présentement avec moi, c'est que je m'embrouille trop. OK, puis chose à retenir, ben, c'est que le F, il est compris dans le phi simplement en prenant la partie réelle. Première étape de complication, j'en fais une seconde. OK. Donc, les gens en première n'auront pas vu ça. Ceux en deuxième, vous allez voir en analyse complexe, c'est comme un réflexe. Tout a été défini pour une variable réelle, mais je vais lui ajouter, donc le x est réel, je vais lui ajouter une partie imaginaire. Donc, le y est réel, mais évidemment, si je multiplie par y, ben, ça devient une partie imaginaire, et le z est maintenant un nombre complexe. Donc, c'est pas si mal comme étape. Je peux voir qu'est-ce que ça devient, cette belle fonction que j'ai introduite. Avant, elle ne dépendait que de x. Elle dépend maintenant de y. Puis, je vais utiliser la propriété fondamentale de l'exponentielle où le z est un x plus y pour séparer la phase de quelque chose qui, à cause du i qui est là, puis du i qui est là devient un i carré. Donc, ça va me donner un signe moins qui décroît beaucoup si y est positif. Donc, en fait, ça a l'air d'une fonction maintenant pas mal compliquée, où je retrouve mon sin, mon cos, mais il y a quelque chose ici qui décroît très, très vite quand y tend vers un nombre positif ou vers l'infini. En fait, ça décroît tellement vite que je serais tenté de définir une nouvelle fonction où il n'y a plus de dénominateur, carrément. Puis pour y plus grand que 0, c'est sûr que ça va bien aller. Encore, le cours de Math 1000 nous dit que sur tout domaine compact où le y est positif, le terme de la série est complètement dominé par ce terme-là. Puis si j'enlève le carré dans le n, je retrouve la série géométrique. C'est à toute épreuve, ça converge. Donc, ma nouvelle fonction θ est complètement sous contrôle. La série converge. Donc, je vais étudier un petit bout de temps le θ. Et j'ai perdu le dénominateur, mais je vais me mettre toujours dans le domaine y, y plus grand que 0. Donc, il faut aller jouer dans un autre cours, le cours d'analyse complexe, pour se faire instruire que si les fonctions, que j'ai une famille de fonctions qui vont être ces fonctions-là, sont analytiques sur un certain domaine, puis que la somme converge, ce qui est certainement le cas pour ma fonction ici. Et si c'est uniformément convergent sur tout compact, ben, la fonction est analytique. Donc, c'est certainement le cas de ma fonction θ. Et elle est analytique. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas fait encore de cours plus avancés que le Math 1000? Ça veut dire que, entre autres, que toutes les dérivées existent de n'importe quel ordre. Okay? C'est plus fort que ça encore, mais ça va être suffisant pour nous. Cette fonction-là, je peux la dériver infiniment. Donc, c'est certainement pas quelque chose qui aurait intéressé Riemann, qui voulait trouver une fonction qui est dérivable nulle part. OK. Évidemment, notre terrain de jeu est un peu différent. On était parti sur l'axe des réels, puis on est rendu sur le demi-plan supérieur, où la partie imaginaire, la partie y, doit être strictement plus grande que 0. Bon, je me suis acharné pendant un trimestre à dire à mes étudiants de Math 1000 que infini n'est pas un nombre réel,
Mais quand ils vont jouer dans le plan complexe, on va souvent voir ce qui se passe très loin. Puis très loin, ben, c'est souvent l'infini. Et la fonction, je connais une valeur de cette fonction-là explicitement, c'est sa valeur en infini. C'est facile parce que quand mon y est positif puis je le pousse à l'infini, ben, tous les termes s'annulent, sauf le terme n égale à 0. Puis e à la 0, c'est 1. Donc, cette valeur-là était facile à calculer. OK. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit bout de chemin? Certainement, si j'ai de l'aide de un ou une des auditrices. Si vous deviez décider quel est le lien entre le θ, où j'ai brutalement enlevé le dénominateur au phi, est-ce que je peux les relier ensemble? Un brave, une brave pour me suggérer le lien entre les deux. Je vous ai traumatisé. Ah, François Bérubé, vas-y, François. Ben, vu que θ est analytique, en particulier, on peut dériver à l'intérieur de la série, right? Là, on obtient essentiellement ce qu'il y a à droite. Exactement. Si on dérive ce qu'il y a à droite, on utilise... Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, je vous ai traumatisé en disant « Hey, dérivez jamais en dessous de la somme ». Mais dans ce cas-ci, on a tout à fait le droit. Ça converge à plat couture. Bref, il y a des fois, on a le droit de dériver à l'intérieur et c'est certainement un cas. Donc, il y a une demi, je peux vous l'expliquer à toute vapeur. La demi ici vient du fait que ici, je somme sur tous les entiers. Donc, je dédouble tous les termes parce que moins 2 puis plus 2 vont donner la même chose. Donc, j'en ai trop. Puis, j'ai le terme en 0 qui me donne le 1 ici. Donc, François va donner la bonne réponse. Il fallait patcher un petit peu par la demi puis le 1, mais autrement, c'est bien. Donc, je vais jouer un petit peu avec le θ plutôt que le phi. Et je dois faire un coup de théâtre. Petit roulement de tambour, badaboum. Il y a un miracle qui se produit, qui est une relation qui semble tomber de nulle part. Puis regardez la gang de mathématiciens qui se poussent d'un coin pour dire « Hey, c'est la mienne, non, c'est la mienne, c'est la mienne ». C'est clair que c'est une formule dont les gens sont pas mal fiers. C'est vrai que c'est une formule remarquable. Par exemple, si on accepte d'aller voir à l'infini, le comportement en 0 est relié au comportement à l'infini. Pas grande fonction qu'on connaît quelque chose d'aussi transcendant. À vrai dire, c'est tellement transcendant que les gens l'ont utilisé dans bien des cas. Peut-être vous êtes un petit peu frustré de vous faire dire c'est un mirage, donc peut-être je vais en dire un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, parce que c'est un exercice du devoir du 2466 que mes étudiants ne remettront que lundi prochain. Donc, si vous n'avez pas vu les séries de Fourier ou les transformés de Fourier, ce n'est pas grave. Donc, je ne l'utiliserai pas par après, mais cette formule remarquable vient d'une identité superbe qui relie les sommes aux entiers d'une fonction à la somme de sa transformée de Fourier évaluée en 2 piliers entiers. C'est une formule remarquable. On l'appelle la formule de Poisson, mais il y a d'autres mondes qui avaient observé cette chose-là. Donc, je vais jouer maintenant avec ces deux relations-là et je vais mettre un peu en suspens le fait que j'aimerais étudier cette fonction-là qui est reliée à cette fonction-là, qui est reliée à cette fonction-là par cette relation-là. Donc, je vais jouer avec ceci pour une raison simple. J'aimerais savoir
combien d'informations j'ai besoin sur la fonction θ pour la reconstruire au complet. OK, je sais que quand j'ai la fonction sinus, si je vous la trace entre 0 et 2π, je vais la tracer partout parce qu'elle est périodique. Là, j'ai la périodicité de période 2. Donc, c'est clair que je n'aurai pas besoin de dessiner la fonction sur tout le demi-plan supérieur. Donc, allons voir justement les opérations dans le plan ou dans le demi-plan complexe qui consistent à translater la fonction en passant la translation de 2 vers la droite, c'est inversible. Je peux le tracer de -2. Puis l'opération qui consiste à envoyer z en -1 sur z est aussi inversible. Puis en fait, c'est la même fonction. Si je répète l'opération, je retombe sur mes pattes. Donc, c'est 2 opérations inversibles. Et donc, dans le langage de encore un nouveau cours, ça forme un groupe. Donc, la loi de composition, la loi de multiplication, c'est la composition des fonctions. Et voici à quoi elle ressemble en termes de z. Donc, z, c'est un nombre complexe. Je lui ajoute 2. 2, c'est un nombre réel. Donc, il a fait que la partie réelle du z. Je ne change pas le y. La chose l'inversion qui envoie z en -1 sur z est plus compliquée. Donc, ceux qui veulent voir le calcul, regardez. Ça, c'est le -1 sur z. L'éternel truc de multiplier en haut et en bas par le conjugué complexe vous donne le rayon en coordonnées polaires, puis quelque chose qui ressemble énormément au numérateur. Donc, sur le dessin du graphique, on voit exactement où sont les choses. Donc, si je commence avec un point en dehors du cercle de rayon unité, il va se retrouver sur un cercle à l'intérieur du cercle de rayon unité. Puis le rayon va être -1 sur R, si ça c'était R. Vous allez remarquer que la phase a changé parce que le X qui était ici est devenu un -X à cause du moins qui est apparu ici. Le Y est demeuré le même. Il n'est pas demeuré, il est demeuré le même au numérateur, mais il s'est fait diviser par 1 sur R plutôt que R, donc il a changé lui aussi. Donc, je ne devrais pas dire qu'il n'a pas changé. OK, good. Donc, allons voir dans le demi-plan supérieur ce que ces transformations font. Donc, je répète ma question qui est intéressante. Quelle est la partie de R, de D, où il est suffisant de connaître la fonction θ pour toute la reconstruire? Donc, il y a une partie qui est assez facile, qui me dit, ben, si tu la connais sur une bande dans ce plan X et Y, rappelez-vous que mon Y, je veux qu'il soit plus grand que 0. Ben, si je le connais là, ben, je vais le connaître aussi. Là, je vais barbouiller sur le noir, vous ne le verrez pas. Mais je le connaîtrai là, je le connaîtrai là, je le connaîtrai là, là. Donc, en fait, une bande noire ou une bande blanche, complètement suffisant pour le connaître partout. OK. C'est un petit peu plus compliqué avec l'autre transformation. Parce que, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça envoie les points en dehors du cercle unité, à l'intérieur du cercle unité. Donc, pardon, la partie ici, le calcul montre que ça se retrouve dans la partie noire ici. OK. J'ai enlevé les cercles ici.
parce que je me suis dit, ben, il va y avoir un effet semblable quand je vais jouer avec ces bouts-là. Puis là, je n'ai que dessiné quelque chose de minimal. J'ai dessiné l'image de cette partie-ci qui se retrouve dans la petite cape de Batman noire qui est là. OK, donc la tentation dit, hey, montre-nous ce qui se passe, montre-nous ce qui se passe. OK. Voici ce qui se passe. Donc, toujours une plage entre -1 et 1. Et là, j'ai commencé à construire, OK, j'envoie cette partie-là sur la cape de Batman qui est là. Là, je la translate ici, puis je refais le -1 sur Z. Il va aller quelque part, puis là, je continue. Et je m'aperçois que, ben, n'importe quelle plage blanche ou noire qui est là, si je connaissais la fonction dessus, je la connaîtrais partout. OK? S'il y a un chialeux qui me dit « Hey, il y a des trous ici, tu n'as pas tout fait le dessin parfaitement », je vais lui dire « Oui, tu as raison, mais je ne te parle plus, tu n'es plus mon ami. » Le codage de ceci est infernal et je m'attends à avoir une grande ronde d'applaudissements à la fin pour avoir fait ce dessin. Merci d'avance. OK. Donc, cette action du groupe limite beaucoup le nombre de points qu'il faut connaître, mais plus que ça, regardez comment ça se déchire près de la frontière. Ça veut dire que, par exemple, les points ici puis ici qui sont loin ici vont être complètement collés quand je vais m'approcher de la frontière. Ça veut dire que la frontière, c'est l'axe réel sur lequel Riemann a posé sa question. Donc oui, on s'attend à ce qu'il y ait de la vague, puis on commence à se profiler l'aspect fractal. C'est que, par exemple, ce petit cercle-là, c'est la même chose que le petit cercle-ci, ou ici, ou ici. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'autosimilarité. L'autosimilarité n'est pas parfaite parce que ces deux facteurs-là, mais il y a beaucoup d'informations qui est répétitive à cause de ceci. OK. Après avoir vu ceci, on va être très humble, puis commencer à profiter de ceci le long de l'axe réel. On sait que la fonction est analytique quand y est plus grand que 0, mais elle ne sera pas analytique le long de l'axe des réels, mais elle est continue, donc par limite de y tend vers 0 par le dessus, je vais avoir la fonction de Riemann. Donc, je vais jouer à ce que j'appelle la marelle, c'est-à-dire sauter d'un petit bout à l'autre, mais sur un nombre rationnel. Donc, j'ai choisi ce nombre-là. C'est vraiment chouette. Vous essayerez ça en Noël, les jours de l'an, vous allez être confinés, vous allez vous emmerder. Hey, c'est le fun, ça prend des jeux. OK. Donc, ça marche comment? Je prends un nombre entre -1 et 1. Ça veut dire que si j'oublie le signe, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Je le flippe en utilisant ceci. Le chiffre n'est plus entre -1 et 1 parce que le numérateur est devenu plus grand que le dénominateur. Mais je peux le ramener entre -1 et 1 en soustrayant ou en additionnant un multiple de 2. 2 fois 27, c'est 54. Je suis rendu à -10 sur 27, dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Je flippe, je rajoute 20 parce que 2 fois 10, c'est 20. Je flippe, je suis encore en dehors de ma page -1 et 1. Je rajoute 14 parce que 2 fois 7, c'est 14. Je flippe, je rajoute 8.
Je flippe, bingo. J'ai amené le point à 0. Je ne peux plus continuer parce que 1 sur 0, ce n'est pas un nombre rationnel. Donc, je reste à 0. Est-ce que tout le monde peut être amené à 0? Non. Il y a un autre point d'arrivée qui est assez naturel, c'est 1. Pourquoi? Bien, rendu sur 1, le numérateur est 1, le dénominateur est 1. Si je l'envoie en moins 1 sur 1, je suis rendu à moins 1. Puis là, je vais me dire, oh, il faut que je le ramène à 1 en additionnant 2. Je n'ai rien changé. Donc, les deux seuls points d'arrivée sont 0 et 1. Et si je connais la fonction, ces deux points-là, ou dans un voisinage, normalement, je devrais la connaître partout. OK. Donc, proposition. Tout nombre rationnel termine sa course en 0 et 1, ou la façon dont ce serait dit en maths 2600, c'est que les rationnels sont partitionnés en deux orbites, l'orbite de 0 et de 1 sous l'action d'Hugo. En Noël et jour de l'an, exercice, pour finir en 1, il faut que le P et le Q soient impairs, puis s'ils sont de parité distincte, ils finissent en 0. Exercice facile. OK, on revient-tu à θ? OK, c'est le temps de se rapprocher de phi, du F, puis ça passe par le θ. Donc, 3 étapes, mais ça va être faisable dans le temps qui nous reste. Je vais relier le comportement autour de 3,5, moins 3,5 à 0. OK, on est rendu des experts. J'additionne 2, une demi. Je flippe moins 2, j'additionne 2, puis je flippe encore plus l'infini. Donc, je vais maintenant faire ceci sur la fonction, puis évidemment, ramasser tous ces termes-là en cours de route. OK. Donc, ceci, ici, c'est le mode d'emploi. Il faut que je passe à travers cette série-là. Je le fais maintenant. J'additionne 2, c'était facile. Je flippe, j'ai ce facteur-là, puis celui-là. La formule est donnée ici si vous voulez vous assurer. J'additionne 2. Là, je suis obligé de faire un dénominateur commun. Ça donne cette affaire-là. Je flippe à nouveau. Je récolte le facteur E à la pi sur 4 et ce facteur-là. Puis évidemment, je recopie ces deux termes-là ici parce que je les traîne. La jolie surprise, c'est que, après qu'on enlève un peu de barbouillage, c'est que ce terme-là a la gentillesse de simplifier celui-là. Et donc, je me retrouve qu'avec ceci. Ça marche tout le temps comme ça. Donc, je me retrouve avec l'observation que le comportement autour de moins 3,5, est relié au comportement en plus l'infini de façon assez simple. Donc, si j'ai moins 3,5 ici, remarquez, le dénominateur ici va devenir proche de 0. Donc, je suis à un point proche de l'infini. OK, c'est toujours comme ça. Puis en fait, si je veux envoyer le comportement autour de P sur Q, autour de l'infini, voici la formule. J'ai toujours une puissance entière de E à la pi sur 4. J'ai toujours ce facteur 1/2 qui va être singulier en x, puis aussi cette forme linéaire fractionnelle qui est complètement spécifiée. Donc, le A et le B aussi, je peux le déterminer. Le M, rappelez-vous comment le M apparaissait dans notre jeu ici. C'est lors des flips. Ici.
Donc, ce M-là compte le nombre de flips que j'ai vécu. Puis, il y a une autre façon de changer le M, c'est que parfois, la simplification que j'ai vue ici, entre ce x plus 2 et ce x plus 2, crée un signe moins, parce que des fois, à cause de ce signe moins, il peut apparaître ici aussi. Donc, le M est pas mal compliqué, je dois avouer. OK? Mais au moins, j'espère que je vous ai donné l'intuition de comment le comportement autour d'un rationnel était relié au comportement autour de 1. OK, une visite d'un cours qu'on n'a pas visité encore, 1410. Je pense que c'est là que c'est vu. OK, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche du F. Donc, ça passe par le phi, dont la dérivée est le θ. Donc, il va falloir que j'intègre le θ. Okay, c'est un petit peu problématique parce que je suis dans le demi-plan complexe. Puis quand je fais une intégrale, par exemple, de xi à x, ben, je pourrais prendre la ligne droite qui est, par exemple, celle-ci, ou un tout autre chemin. Puis là, ben, ce n'est pas trop clair qu'est-ce qui est la bonne réponse, mais heureusement, l'intégrale est indépendante du chemin si la fonction est analytique. Puis en 14.10, on le voit sans doute en disant si ça découle d'un potentiel par un gradient, quelque chose comme ça, c'est le théorème de Green, ou je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je l'ai enseigné. Donc, il y a Green, Stokes, un de ceux-là. OK? Bref, c'est pas trop difficile. Ça me permet de terminer le lien en faisant cette intégrale-là et de vous montrer à quoi ressemble phi de x autour de points rationnels. OK. J'ai l'air d'aimer ce terme-là avec toutes mes flèches et mon petit encadré. Pourquoi? Parce que c'est le terme dominant. Celui-là, c'est le terme linéaire, puis ensuite, le terme suivant est au pire en 3/2. Ça veut dire que si j'ai un problème de dérivée, il va venir d'ici. Complètement spécifié. Alors, la question, c'est est-ce que c'est dérivable? Bien, la surprise, c'est M qui décide. Le M ici, que je vous ai dit, c'est pas mal tough à le déterminer. OK? Mais je vais vous donner un exemple où on voit exactement comment répondre à l'image. Le cas le plus simple, R égale 1/2. Si par malheur, vous aviez dit « Oh, ça devient compliqué, j'écoute plus », rebranchez-vous, c'est là que ça se passe et c'est pas trop difficile. OK. Donc, j'ai écrit la formule explicite, puis je vais regarder ce qui se passe en me rappelant que la partie réelle de ceci, c'est mon temps désiré f, puis la partie imaginaire qui ne m'intéresse pas, c'est le jeu. OK. Je m'approche de 1/2 par la gauche. X est plus petit que 1/2. Le 2x moins 1, qui est l'objet de notre désir, est négatif. Donc, si je prends la racine carrée, je fais apparaître un i, et avec le i qui est déjà là, ça devient moins 1. Donc, le terme est réel, puis il va apparaître dans f. Et la dérivée à gauche n'existe pas, parce qu'une racine carrée à gauche, ça n'existe pas. OK. Je vous ai déjà parlé du terme 1/2 et j'ai fait un zoom et je viens de décrire la racine carrée qui est là. C'est clair que la dérivée n'existe pas. Je
Je vais maintenant refaire tout ce bazar à droite. OK. Quand x est un petit peu plus grand qu'une demi, ben le 2x plus moins 1 est positif. La racine ici est positive. Je n'ai plus besoin de la valeur. Ben, je peux mettre la valeur absolue. Mais à ce moment-là, le terme ici a un terme i qui n'est plus multiplié par le terme de tantôt. Et donc, ce terme-là est imaginaire. Il va se retrouver dans le G. Puis le f est continu et dérivable. Et sa dérivée est moins 1 à droite. Une belle ligne qui décroît lentement. Donc, la dérivée n'existe pas parce qu'à gauche et à droite, les deux dérivées ne sont pas égales. Puis je vois cependant que quand ça va marcher, la dérivée va toujours être moins 1/2. Il est possible de donner une expression explicite des m, mais avant, je vais répondre, je savais que je serais prêt dans le temps. Riemann avait-il raison de penser que f est dérivable nulle part? La réponse est non. Il s'est trompé en une infinité de points, mais il a raison en une infinité de points, puis la cardinalité est plus grande, donc globalement, il y avait pas mal de raison. Donc, f est non dérivable partout, sauf en les points qui finissent en 1 quand on les fait jouer à la marelle, et en tous ces points-là, la dérivée est moins 2. Donc, Hardy, en 1916, avait démontré la non-différentiabilité en les irrationnels. Et un jeune étudiant au bac, en 1970, a complété l'analyse dans les rationnels. OK, je suis à 13h19. Le calcul des m est franchement horrible. Ceci est biaisé par le fait que je ne suis pas très bon en théorie des nombres. Mais si vous avez suivi les 2 cours de théorie des nombres de 3e, vous allez sans doute avoir un high. Donc, pour calculer le m, il faut connaître la définition de résidu quadratique, qui n'est pas trop difficile, de symbole de Legendre, symbole de Jacobi. Et le m est donné par ces symboles de Jacobi en termes du P et du Q qui crée le rationnel. Dépendant de ces valeurs, puis si Q est dans QZ plus 1, QZ plus 3, puis vu qu'ils doivent être de parité distincte, ben à ce moment-là, ou P est rationnel, ou Q est pair, ou Q l'est. Bref, tous les comportements ici se retrouvent dans le dessin du graphe. Donc, si je remonte au graphe original, vous allez avoir un point comme une demi où il y a la racine carrée à gauche et le moins une demi à droite. Il y a ces points-là qui ont une racine carrée à droite, une racine carrée à droite et à gauche. Il y a ces points-là où les 2 racines carrées sont de ce type-là. Et le 1, qui a moins une demi à gauche, moins une demi à droite, la dérivée existe. Donc, peut-être, je termine en disant, les petits triangles noirs que vous voyez sont les points où les rationnels avec P et Q les plus petits, où la dérivée n'existe pas. Et les triangles blancs, ça doit être 1/5, la dérivée existe, 1/3. Il faut que les numérateurs et les dénominateurs soient de même parité. Donc ça doit être 3/5 et 1/1. Puis les noirs, ben, c'est un quart, visiblement. 1/3, non, ça doit être 2/5, c'est ça, impair, une demi, 2/3 probablement.
4 cinquièmes, je ne sais pas. Celui-là doit être 4 cinquièmes. Donc 2 tiers. Il m'en manque un. J'ai un 3 quarts. Donc lui, ça c'est 3 quarts. OK. Good. Donc, les résultats disent exactement comment les choses se comportent. Et avoir vu le graphique a permis à Dijkstermat de dire l'argument doit être celui d'un groupe qui agit, et c'est là que j'ai appris les résultats. Merci à vous tous. Donc, je vous invite à poser vos questions. Merci pour la conférence, Yvan. Je me demandais, parce que j'ai jamais essayé de grapher les expressions comme ça dans Mathematica, mettons, des sommes infinies. Est-ce que ça se fait bien en prenant, je sais pas, tant de termes de la série avec une certaine précision, si je voulais les jouer avec le graphe dans Mathematica, mettons? J'invite à le faire, 1. Et 2, je définis une fonction qui dépend de x. Oups, un instant, là, hélas, je vais réécrire la fonction, donc. Et en fait, je fais une somme partielle. Donc, puis je joue avec le paramètre m pour que ce ne soit pas trop long d'évaluer la fonction, puis que ça donne le bon nombre de vagues. Donc, si le m est trop petit, tu t'aperçois que c'est probablement pas la bonne fonction que tu regardes. Puis quand tu l'augmentes, ça prend plus de temps, mais tu vois apparaître toutes les aspérités. Et je présume qu'ici, je n'avais pas assez de termes. C'est trop plat. Mais je me suis dit que peut-être vous vous en apercevriez pas. D'autres questions? En passant, Weierstrass n'a pas été capable d'obtenir le résultat, mais il a proposé d'autres fonctions pour lesquelles il a réussi à montrer que la fonction était continue partout, dérivant de nulle part. Moi, j'ai pas une question, mais une demande. Peut-on revoir... À étudier vos finaux, surtout mes étudiants. Pardon, Laurent? Peut-on revoir le schéma qui vous a pris tant de temps à coder? Là? Il faut bien l'admirer. OK, ben c'est celui-là. Avec les régulations, le noir et le blanc. C'est vrai. Donc, avec tous ces défauts, tous ces trous le long de l'axe réel, donc, un instant, je vais enlever les barreaux. Voilà. Donc, on va dire c'est un exercice vraiment de groupe, de géométrie et beaucoup de mathématiques. Et on voit les trous. Je savais comment remplir ces trous-là, mais les trous autour d'un tiers, une demi, deviennent de plus en plus compliqués. Ces petits triangles-là m'ont pris toute une soirée à remplir. C'était vraiment l'enfer. Faut l'essayer pour comprendre pourquoi c'est dur. Voilà. Gabriel, je vois te lever la main dans le Zoom. Oui, pardon, Laurent? Oui, ben, c'était pour poser une question. Tu m'entends, Yvan? Oui, maintenant je t'entends. Dans le fond, cette fonction-là, vu qu'elle continue, on pourrait regarder sa série de Fourier. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont regardée, puis est-ce qu'elle est intéressante? Sa série de Fourier, c'est la définition même. Ça, c'est une série de Fourier, et c'est pour ça qu'on l'appelle lacunaire, parce qu'habituellement, une série de Fourier usuelle va faire apparaître tous les n comme ça, avec des coefficients pas nuls habituellement, mais qui descendent à 0 habituellement. Mais habituellement, tous les n vont apparaître, puis là, on en laisse tomber un nombre incroyable, d'où le lacunaire.
Donc, elle est continue et c'est ça. Elle n'est pas dérivable, mais c'est ça. Si tu calcules les coefficients de Fourier de ceci, tu vas obtenir ces termes-là. Juste un commentaire. Je pense, si je ne me trompe pas, la série de Fourier de cette fonction-là va donner quelque chose comme la fonction θ de Jacobi. Peut-être googler ça, je pense que c'est ça que ça va donner. Bien, le θ que j'ai étudié est un de des fonctions elliptiques dont tu parles. Je ne sais pas exactement pour quelle valeur du gnome ou du nombre c'est vrai. Jacobi, est-ce que ça, c'est Jacobi? Non, c'est ça, Jacobi, c'est que dans l'exponentielle, tu vas avoir un INZ de plus. Fait que c'est comme la transformée de Fourier de ça. Ah, vraiment? Oui, il me semble que c'est quelque chose comme ça, mais je ne suis pas certain. OK, alors seulement une seconde parce que... OK, effectivement, donc si je voulais calculer la série de Fourier de ça, je calculerais sin de mx intégrale de moins pi à pi. Même chose ici. Mais là, je devrais me préoccuper pour savoir si je peux intervertir la somme et l'intégrale. Parce que si je pouvais le faire, c'est clair que j'obtiendrais exactement ce coefficient-là. Donc, probablement, je n'ai pas le droit d'intervertir les deux processus, le processus de somme et le processus d'intégration. Donc, je croyais que j'obtiendrais ça, mais ce que dit Dominique, c'est que je vais obtenir un autre, que ça ne sera pas la même fonction. S'il y a plus d'autres questions, je voudrais vous remercier une nouvelle fois, Yvan. Merci. Et à part ça, c'était le dernier Club Math pour cette session. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir été présents et présentes tout au long de la session.